Bienvenue sur le premier plateau de l'émission Débat Place à la santé et le premier plateau est consacré au déterminant éducation, l'un des 5 déterminants que nous avons sélectionnés pour la campagne Vivre mieux et la coalition santé. Donc l'éducation est un déterminant assez important étant donné qu'il y a une forte corrélation entre niveau d'éducation et état de santé. Puisque l'éducation contribue de différentes manières au bien-être de la population et à la santé des individus et de la collectivité, notamment parce qu'elle contribue à développer le pouvoir d'agir, les compétences, les ressources et les conditions des personnes. Et donc nous accueillons pour ce premier plateau 3 experts en la matière, 3 experts et expertes en promotion de la santé. D'abord, Edgar Sock, bonjour. Bonjour. Vous êtes travailleur à Prospective Genève, un centre de formation qui est spécialisé dans la prévention des assuétudes. Bienvenue. Alors, nous avons à ma gauche Valérie Lefebvre, bienvenue. Vous êtes chargée de projet au Centre bruxellois de promotion de la santé et vous occupez notamment des milieux de vie des jeunes. Voilà. Et nous accueillons aussi Sigrid Van Nuffel de Questions Santé, une association de promotion de la santé. Vous vous chargez d'un projet, d'un programme d'action qui est centré sur l'environnement scolaire qui s'appelle « Ne tournons pas autour du pot ». Voilà. Je vais commencer une question, étant donné que l'éducation est un déterminant majeur de la santé, mais aussi des inégalités sociales de santé. On s'aperçoit que les dispositifs éducatifs sont très inégalitaires en Belgique. Et voilà, la question que je poserai, c'est pourquoi l'école aujourd'hui crée-t-elle encore et toujours des inégalités sociales de santé? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? On peut essayer. Alors ça sort du cadre stricto sensu de la promotion de la santé. Il faut plutôt faire de la sociologie de l'éducation d'une certaine façon et comprendre que le système belge d'enseignement est caractérisé par la liberté d'enseignement, qui est sanctuarisée d'un point de vue constitutionnel, ce qui donne lieu à ce que les sociologues de l'enseignement appellent un quasi-marché scolaire. Et comme tous les marchés, le quasi-marché scolaire, on parle de quasi-marché parce que la dimension économique et financière n'est pas centrale, mais tout le reste fonctionne comme ça peut fonctionner dans un marché. Et comme tout marché, ça donne des résultats très polarisants, très inégalitaires. On le voit en termes de résultats scolaires, les enquêtes PISA qui sortent tous les 3 ans et qui montrent que la Fédération Wallonie-Bruxelles est parmi les systèmes les plus inégalitaires qui soient en matière de santé. Et ça vaut dès lors en matière de santé, de compétences psychosociales. On a des résultats qui sont très inégalitaires dans toutes les dimensions parce qu'on a un enseignement très ségrégué avec, même si on essaye de le cacher autant que possible, mais des écoles d'élite et des écoles de relégation, des filières d'élite et des filières de relégation. Il y a une statistique que j'aime citer, c'est que le pourcentage d'enfants, d'enseignants dans le secteur technique et professionnel, ce qu'on appelle maintenant le secteur qualifiant, est quasiment proche de 0%. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent le mieux le système de l'enseignement, à savoir l'enseignant, évitent ces filières qui pourraient être, et qui sont en Allemagne par exemple, des filières d'excellence. Donc tant qu'on aura un enseignement qui en termes d'accès est très inégalitaire, on aura des résultats en matière de santé, de littératie en santé qui seront inégalitaires eux aussi. Comment faites-vous vraiment ce lien entre niveau d'éducation et la santé? Quels sont un peu les facteurs intermédiaires qui amènent à des états de santé plus précaires pour des personnes qui ont peut-être un niveau d'éducation plus faible? Et donc il y a la connaissance de tout le dispositif de soins de santé et de prévention en Belgique qui est, on sait suffisamment qu'on a 9 ministres de la santé et donc un système relativement éclaté.
Il y a l'accès à l'information, le rapport à la langue écrite conditionne d'une certaine façon le rapport à la prévention, à l'information en matière de santé. Et puis il y a le déterminant socio-économique, tout est corrélé, c'est-à-dire que un faible niveau d'éducation est corrélé à un faible niveau de revenu, qui est corrélé à une plus grande exposition à toute une série de nuisances environnementales. Donc santé scolaire, santé environnementale et santé sanitaire sont corrélés. Il n'y a pas tant que ça une chaîne de causalité qu'une dimension systémique à analyser. Merci. En promotion de la santé, on essaie d'agir sur les environnements et donc essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes. Et un de ces milieux de vie, c'est le milieu scolaire. Et donc le supposé, c'est qu'en améliorant en tout cas les conditions dans lesquelles les enfants, les jeunes adultes évoluent à l'école, on améliore finalement, on contribue à leur santé. Et donc je m'adresse ici à Sigrid qui travaille sur cette question d'environnement scolaire, notamment avec un projet que vous allez peut-être nous expliquer. Ne tournons pas autour du pot, c'est ça ? Tout à fait. Donc aussi pour rebondir par rapport à ce que Edgar disait, c'est vrai qu'il y a des écoles d'élite et des écoles parfois plus défavorisées, mais s'il y a bien quelque chose qui fait problème dans toutes les écoles et parfois même plus dans certaines écoles d'élite que dans d'autres écoles, c'est les toilettes scolaires. Et donc le projet Ne tournons pas autour du pot, c'est justement un projet qui se concentre sur la thématique des sanitaires à l'école et qui fonctionne avec des appels à projets la plupart du temps pour encourager les écoles à faire quelque chose et à améliorer les toilettes, puisque c'est quand même un des lieux qui est évité par les élèves et pourtant un lieu tout à fait nécessaire sur une journée d'école. On est obligé d'aller à la toilette pour des raisons de santé évidentes. Donc voilà, le projet Ne tournons pas autour du pot propose aux écoles de se lancer dans un projet en faisant participer les élèves pour qu'ils s'approprient vraiment aussi le projet, l'amélioration des toilettes et qu'ils comprennent aussi que c'est pour leur bien-être et pour leur santé. Et on propose aux écoles de travailler non seulement sur l'infrastructure pour améliorer effectivement le cadre de vie, je vais dire, à l'école, mais également sur toutes les questions d'organisation. Donc par là, on entend surtout la question de l'accès aux toilettes. C'est quelque chose qui fait encore beaucoup défaut dans certaines écoles. Je veux dire, la manière dont on donne accès aux toilettes aux élèves. C'est vrai que dans les écoles secondaires, la plupart du temps, on essaye de dire aux élèves de se retenir alors qu'en fait c'est contraire à leur santé. Et puis il y a aussi tout le volet sensibilisation où on encourage les écoles à vraiment parler de santé, parler d'hygiène, parler de respect et aussi travailler sur la question du climat scolaire en impliquant les élèves parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé physiologique pour tout ce qui concerne la question des toilettes, mais c'est aussi un lieu où le harcèlement sévit. Et du coup, c'est vrai que pouvoir aussi détendre le climat scolaire, faire des projets comme ça avec les élèves, ça permet de gagner en bien-être à l'école pour les élèves, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Vous parlez du climat scolaire, des bonnes conditions d'entente et de développement psychosocial des élèves. C'est aussi un peu votre cœur de métier, à vous Valérie. Vous travaillez au CBPS, Centre bruxellois de promotion de la santé, et vous avez un point d'appui milieu de vie des jeunes. Concrètement, comment ça se passe? Comment contribuez-vous à la santé individuelle et collective des jeunes Oui. Du coup, nous, on part du principe que les outils en eux-mêmes, c'est déjà la communauté scolaire et les jeunes en eux-mêmes. Et donc, en construisant des projets autour d'eux, on arrive aussi à favoriser des changements de comportement plus transversaux. En effet, si on n'intervient qu'auprès des jeunes à la mise en place d'actions, on va travailler sur eux, mais il y a aussi tout le travail, comme vous disiez, Edgar et Sigrid avant, avec tout ce qui est communauté scolaire. Et donc ça, c'est vraiment le premier outil, c'est d'impliquer aussi ces différents acteurs. Je dirais aussi qu'on essaie d'avoir une approche positive et ascendante, aussi bien du jeune que de son milieu de vie.
Et cela permet aussi de faire une approche globale et non centrée sur les problèmes. Ce qui se passe souvent au niveau de l'éducation, c'est que quand on a une intervention socio-éducative, on va partir sur un problème. Il y a eu un problème de harcèlement ou une jeune fille est tombée enceinte ou ce genre de choses et on va intervenir par rapport à ça. Et donc on va faire un peu plus du curatif. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est essayer de voir le jeune dans sa globalité, dans sa qualité de vie aussi au sein de l'école étant un environnement. Et donc, du coup, ça, on va essayer aussi d'avoir des approches globales et qui vont peut-être aussi partir sur des outils comme les compétences psychosociales. Il faut savoir aussi qu'on se rend compte de plus en plus que les jeunes vont activer les mêmes compétences psychosociales par rapport à des comportements face aux consommations que par rapport à leur comportement sexuel. Et donc, on se rend compte aussi que les compétences psychosociales qui sont bien entendu la capacité d'un individu à faire face à des situations. Donc, par exemple, un jeune qui rate le bus, qui prend son téléphone et qui va essayer de trouver un autre moyen d'aller à l'école, va enclencher une compétence psychosociale. Et donc, il y a tout ça. Et donc, le fait de favoriser des outils et une approche positive va aussi permettre de rendre les actions coopératives et aussi vont permettre aussi de permettre aux jeunes de pouvoir exister et d'être impliqués vraiment dans les actions. Donc, quand on se rend compte que quand on fait des animations auprès des jeunes de manière coopérative, on va actionner ces compétences-là, peu importe la thématique en fait, et on va avoir une approche expérientielle. On va partir du principe qu'ils ont de l'expérience sur les choses. Et ce qu'on pense des jeunes, on pense aussi des adultes relais, le PSE, le PMS, les éducateurs, les professeurs ont aussi la possibilité de travailler ce champ-là. Et donc une action concrète pour moi sur laquelle nous on travaille, par exemple on accompagne la mise en place de cellules bien-être ou cellules EVRAS. Donc là, on va essayer de mettre autour de la table des acteurs comme les PSE, PMS, les éducateurs, les professeurs, mais aussi des acteurs externes comme le planning, les AMO. Et on va essayer qu'au-delà de l'offre service individuelle, on va construire quelque chose autour du jeune, de son contexte, de l'école dans laquelle il est, parce que ça c'est le contexte aussi dans lequel ils vivent, c'est une mini-société. Et donc, on va tendre plus par des co-interventions, aussi bien de l'interne et l'externe, pour que aussi on puisse partir des besoins des jeunes et les impliquer tout au long de ce changement du climat scolaire et de l'institution en elle-même qu'est l'école. Voilà. Je me tourne vers Edgar, peut-être rebondir. Est-ce qu'un des mots-clés n'est pas finalement créer un contexte de coopération au sein du milieu scolaire qui permet justement d'acquérir ces différentes compétences psychosociales qui permettront plus tard aux jeunes adultes ou à l'adulte de s'investir sur la promotion de la santé? Je pense qu'il est essentiel que chaque adulte qui se retrouve dans l'école, même s'il n'est pas expert en matière de santé ou s'il ne se sent pas expert en matière de santé, se vive comme un adulte relais qui participe d'une action globale, collective, relative à la santé. Alors, pour ce faire, il est aussi nécessaire que la formation initiale des enseignants intègre un peu plus de contenu, de référence à la promotion de la santé pour que les enseignants soient plus à l'aise au moment d'aborder ces questions et de participer à la construction de ce contexte. Donc nous, on plaide beaucoup pour que dans les métiers éducatifs, mais aussi dans les métiers du social et paradoxalement également dans les métiers de la santé, il y ait beaucoup plus de formation à la promotion de la santé, à ce qui vient en amont du soin dans ce continuum de la santé. Pour le moment, on voit encore beaucoup trop souvent la santé comme l'expertise du médical, du biomédical, alors que la construction de contextes favorables à la santé nécessite une action concertée, collective, globale de l'ensemble des acteurs d'un milieu de vie. Sigrid, une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Edgar et au niveau aussi de la responsabilité, à qui revient finalement la responsabilité de la santé dans le milieu scolaire? Est-ce que c'est une responsabilité partagée ou il y a différents degrés de responsabilité? Oui, je suis d'accord avec ce que Edgar vient de dire. C'est vrai qu'on se réfère souvent quand les enseignants nous demandent aussi d'être formés là-dessus, on les renvoie souvent aussi vers les PSE, mais je suis d'accord que chacun a aussi sa manière son rôle à prendre, je vais dire, dans la promotion de la santé.
Et c'est vrai que souvent, certains enseignants croient que faire un projet ne tourne pas autour du pot, c'est apprendre aux élèves à se laver les mains, par exemple, alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment dire aux élèves de prendre en main leur santé en allant à la toilette, par exemple, puisque là, c'est notre sujet à nous. Le fait de leur expliquer pourquoi c'est important. Et ça, c'est des choses que tout un chacun peut faire. Il ne faut pas forcément effectivement avoir un diplôme de médecine pour le dire. Donc je pense que renforcer la confiance en eux des enseignants pour parler de ces sujets-là, c'est important et ça peut se faire notamment par la formation initiale ou la formation continue. Dernière question pour Valérie. La promotion de la santé, est-ce que c'est, je suis un peu provocateur, c'est éduquer au bon comportement ou c'est aller plus loin que ça? Pour moi, c'est plutôt une démarche qu'autre chose et c'est plutôt une vision un petit peu. Pour moi, c'est pas éduquer, c'est aussi accompagner des personnes à pouvoir trouver les clés au moment et les activer ou pas en fait. C'est rendre acteur plus que... J'ai l'impression que dans l'éducation, il y a le côté un peu descendant de on va éduquer à, et j'ai l'impression que nous, dans la promotion de la santé, on va plus tenter à se dire on va accompagner à des changements de comportement en rendant et en impliquant le plus possible le public et en favorisant le fait que face à une situation, quel choix je prends pour ma santé à moi. Donc, une approche globale et partagée de la responsabilité. Merci. En un mot, comme à chaque plateau, nous faisons ça. En un mot, vivre mieux pour vous, c'est quoi? Collaborer. Collaborer. Moi, je dirais lever le tabou. Lever le tabou. C'est une formule qu'on utilise souvent sur la question des toilettes, mais je pense que pour plein d'aspects de la santé, c'est important. Si on ne nomme pas les choses ou si on a peur de les confronter, on ne pourra jamais les améliorer. Donc c'était dans cette optique-là. Moi, je vais utiliser le mot relais. Il faudrait que chaque adulte et chaque adolescent d'ailleurs, même s'il n'est pas expert de la santé, comprenne, sache qu'il est un référent possible en matière de santé, de prévention, et que ça peut vraiment former une toile beaucoup plus solide en matière de prévention si chacun la prend en charge. Merci Edgar, Sigrid et Valérie. Voilà, c'est la fin de ce premier plateau. Et donc, comme la Coalition Santé investit différentes thématiques, je vous invite à aussi investir la question de l'éducation et à promouvoir notamment des écoles en santé et à vous mobiliser pour la campagne Vivre mieux de la Coalition Santé. Merci. Merci.